La Grande École vous présente l'histoire des États-Unis par Jean Lamarre. Cours 3. Révolution et indépendance, 1763-1776. Alors bonjour et bienvenue à ce cours sur l'histoire des États-Unis. Alors, on a vu lors du dernier cours un peu comment s'étaient développées les différentes colonies. On a surtout mis en relief les différences fondamentales qui séparent l'évolution des colonies du Nord versus les colonies du Sud. On a vu que le Nord se développe davantage du côté commercial, alors que le Sud se développe de façon beaucoup plus agricole. On a vu aussi que cette situation-là faisait en sorte de créer un sentiment de dépendance beaucoup plus fort du côté du Sud que du côté du Nord. Donc ça, ce sont des éléments qu'on doit garder en tête pour comprendre un peu l'évolution des colonies américaines par la suite. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser davantage à la période révolutionnaire, à la période de la guerre d'indépendance des États-Unis. Alors, disons d'abord, pour se remettre dans le contexte de la guerre d'indépendance, disons d'abord que cette guerre d'indépendance va débuter en 1775 pour se terminer en 1783. Il va y avoir comme toile de fond la fameuse guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre, ou ce qu'on a appelé ici en Amérique « The French and Indian War ». Alors, cette guerre de 7 ans va débuter officiellement en Europe en 1756, va en réalité commencer en colonie 2 ans plus tôt, en 1754, au moment où les deux colonisations, la colonisation française et la colonisation anglaise, vont se rencontrer et se heurter dans l'ouest de la Virginie, sur la rivière Ohio. Donc, cette guerre de 7 ans va être naturellement remportée par l'Angleterre, qui va prendre ainsi toutes les possessions françaises en Amérique, sauf Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique et Guadeloupe et quelques petites îles des Antilles. Cependant, si le résultat de la guerre semblait avantager grandement la Grande-Bretagne, les conséquences de cette victoire-là vont toutefois poser de sérieux problèmes aux Anglais. D'abord, par cette victoire, l'Angleterre avait plus que doublé la superficie finalement de son empire en Amérique du Nord. Donc, théoriquement, c'est un élément positif en soi. L'Angleterre double finalement la superficie de son territoire en Amérique. Par contre, il va falloir pour l'Angleterre défrayer des coûts beaucoup plus élevés pour entretenir justement cet empire territorial. En fait, on estime qu'en 1754, l'Angleterre défrayait à peu près 70 000 livres sterling pour l'entretien de base de ses colonies en Amérique du Nord. On parle par exemple des milices, des douanes, de l'infrastructure, tout ça. Or, en 1763, donc après la fin de la guerre de 7 ans et de la conquête britannique, il en coûtait à l'Empire britannique 350 000 livres sterling par année, donc 5 fois plus. Donc ça, c'est un élément à retenir. Deuxième élément important à retenir, la guerre de 7 ans avait été très coûteuse aussi pour l'Angleterre, comme toutes les guerres à l'époque, mais celle-ci avait été particulièrement onéreuse pour l'Angleterre, si bien qu'elle avait eu pour effet de vider pratiquement les coffres de l'État. Alors l'Angleterre se retrouvait donc dans une situation économique difficile et se devait donc de trouver rapidement une solution pour se dégager de ces problèmes. Alors, dans ces conditions difficiles, au-delà de certaines mesures qui vont être prises à l'intérieur même de l'Empire, l'Angleterre va décider de renforcer sa politique coloniale, de réaffirmer son autorité métropolitaine et de faire participer plus activement ses colonies à ses efforts de redressement financier. Si bien que dès 1763, donc à la fin de la guerre de 7 ans, l'Angleterre va décider d'abord d'établir de façon permanente une armée sur le continent. Avant, il n'y avait qu'une milice qui n'était pas très nombreuse. Cette décision-là va avoir été prise dans le but de préserver toute nouvelle friction avec l'élément français, qui, même s'il était affaibli après la guerre de 7 ans, était encore présent en colonie. Dans le même ordre d'idée, l'Angleterre va émettre une proclamation en 1763 interdisant dorénavant tout établissement de colons à l'ouest des Appalaches. Ce territoire devait dorénavant être réservé aux Amérindiens. Là aussi, cette proclamation était émise dans le but de contrôler le développement géographique des colonies et d'éviter des conflits avec les Amérindiens. Évidemment, cette proclamation de 1763 va être très mal accueillie par les frontiermen, d'accord, les freemen qui habitent l'ouest des colonies, par les négociants en fourrure aussi, par les spéculateurs terriens, par tous ceux donc qui comptaient sur l'ouest pour s'y établir et éventuellement en tirer profit.
Mais l'objectif de l'Angleterre, à travers ces différentes mesures, était finalement de pacifier l'Amérique du Nord. On s'était rendu compte que cette guerre de 7 ans, cette French and Indian War, avait été très coûteuse pour l'Angleterre, et ce que l'Angleterre redoutait, c'est qu'un nouveau conflit puisse se survenir finalement en Amérique. Donc, en réservant un territoire aux Amérindiens, en refusant toute nouvelle colonisation à l'ouest des Appalaches, l'Angleterre cherchait en quelque sorte à pacifier l'Amérique du Nord, s'assurer finalement qu'à court et à moyen terme, il n'y ait pas de nouveaux conflits armés qui puissent avoir lieu. D'autres mesures vont être prises aussi par l'Angleterre en 1763. Entre autres, l'Angleterre va décider de renforcer l'application des lois de navigation. Alors, les lois de navigation, il faut se le rappeler, ce sont des lois qui ont été votées au milieu, en fait, du 17e siècle, autour des années 1650, qui avaient pour objectif de gérer, en quelque sorte, les relations commerciales et qui stipulaient que tout le commerce colonial devait se faire sur des navires anglais, incluant les coloniaux. Sinon, ces marchandises devaient passer par des ports anglais pour, justement, être taxées et donc permettre à l'Angleterre d'en retirer des bénéfices. Donc, alors, comme on l'a vu lors du dernier cours, ces lois n'avaient pas toujours été appliquées dans le passé, mais à partir de 1763, l'Angleterre va décider de les faire appliquer de manière beaucoup plus stricte. Comment? Essentiellement en augmentant de façon significative le nombre de douaniers dans les différents ports coloniaux pour justement prélever ces taxes-là. Et deuxièmement, on va aussi, du côté de l'Angleterre, augmenter le nombre de navires qui patrouillent les côtes pour décourager justement la contrebande commerciale. Alors, tous ces gestes posés dès 1763 par l'Angleterre avaient essentiellement donc comme objectif de resserrer son contrôle sur ces colonies et de faire participer plus activement les colonies au redressement financier de l'Empire britannique. Ce renforcement du contrôle impérial va se poursuivre au-delà de ces mesures prises en 1763 et va prendre la forme de nombreuses législations qui vont mener à une escalade, à des tensions de plus en plus vives entre la métropole et ses colonies. Alors, dès 1764, le gouvernement impérial va voter le Sugar Act. C'est une loi qui imposait une taxe de 3 pence par gallon sur certains produits importés en colonie, tels le café et le sucre. Cette loi venait remplacer en quelque sorte une loi qui avait été votée en 1733, qui imposait, elle, une taxe de 6 pence par gallon. Alors, naturellement, les colons, en voyant le contenu de cette loi-là, vont être satisfaits, vont se dire, écoutez, on vient de baisser de moitié, de 50 finalement, la taxe imposée sur le sucre. Or, en colonie, on va se rendre compte rapidement qu'il s'agissait plutôt en réalité d'une détérioration de la situation. Alors pourquoi? Simplement parce que la taxe de 6 pence n'avait jamais été ou très rarement perçue par les douaniers qui étaient trop peu nombreux. Alors que la taxe de 3 pence votée en 1764, elle, va être plus systématiquement perçue par les douaniers qui seront désormais beaucoup plus nombreux. De plus, dans bien des cas, les colonies s'approvisionnaient en sucre par la contrebande, ce qui les exemptait justement de payer cette taxe-là. Or, avec la surveillance anglaise accrue des ports et des navires suspects, les colons vont devoir dorénavant se voir contraints en quelque sorte de payer cette taxe-là. Alors, dans cette perspective-là, de nombreux colons vont réagir. Ils vont craindre que l'Angleterre profite de la conjoncture difficile au sein de l'Empire pour imposer de nouvelles taxes sur d'autres produits. Alors, face à cette première réaction, l'Angleterre va indiquer que les colons devaient agir en bons sujets britanniques. Ils devaient donc chercher à coopérer de bonne foi, puisque le produit de cette taxe, selon l'Angleterre, allait servir à couvrir les dettes encourues par la guerre livrée sur le territoire colonial. En fait, ce qui est important de voir, c'est que les colons, par ces réactions-là, ne remettaient pas en question le pouvoir de taxation commerciale de l'Angleterre, qu'ils considéraient comme légitime pour une métropole. Non, ce n'était pas cet élément-là qu'on remettait en question. Donc, ils en avaient surtout contre la façon avec laquelle cette mesure avait été votée, sans que les colons aient été consultés. En fait, en colonie, on aurait apprécié finalement que cette loi soit d'abord débattue au sein des assemblées législatives qu'eux-mêmes avaient créées dans les différentes colonies, et non pas de façon unilatérale comme la façon avec laquelle l'Angleterre a procédé. Alors, cette situation-là va soulever un problème de fond, à mon sens, qui est fondamental, qui va s'articuler autour de la façon avec laquelle les colons et les autorités métropolitaines vont concevoir la représentation des colons au sein de l'Empire. Dans l'esprit des colons, c'était les instances politiques coloniales qu'ils avaient eux-mêmes créées qui étaient les plus aptes
à connaître les véritables intérêts des colons et donc qui étaient les mieux placés pour légiférer en ce sens. Alors qu'en métropole, on restait profondément convaincu que Londres représentait adéquatement les intérêts des colons et que les décisions qui étaient prises par l'Angleterre étaient prises en fonction non seulement des intérêts de Londres, mais bien de l'ensemble de l'Empire, incluant les colonies. Alors, cette divergence profonde quant à la notion de représentation et de légitimité des différentes instances coloniales et métropolitaines va être vraiment au cœur des débats politiques qui vont animer finalement les relations colonie-métropole jusqu'en 1776. Cette divergence de vue va être liée à une question de culture politique différente. Alors qu'en colonie, on a développé des institutions politiques plus démocratiques, plus près des colons, où les colons participent activement, comparativement en Angleterre, alors qu'on considère toujours très hautement que Londres, que le roi, doit diriger l'Empire selon ses besoins et sans se plier à des consultations avec ses sujets. Alors ça, c'est fondamental pour comprendre déjà une culture d'émergence, une culture politique différente dans les colonies qui se heurte en quelque sorte à l'autoritarisme qui est présent en Angleterre. Alors néanmoins, malgré le débat qu'avait soulevé le vote du Sugar Act en 1764, l'Angleterre va poursuivre sur sa lancée afin de renflouer ses coffres en votant en 1765 le Stamp Act. Le Stamp Act, c'est une loi qui imposait une taxe sur tout document légal circulant en colonie, qui nécessitait qu'on y appose un timbre, un sceau ou un cachet. L'Angleterre va justifier finalement cette taxe en indiquant qu'elle allait générer des revenus de 60 000 à 100 000 livres sterling par année, qui allaient être dans une large mesure réinvestis en colonie. Ce que l'Angleterre ne disait pas toutefois, c'est que cet argent-là allait permettre de défrayer les coûts additionnels du stationnement de l'armée britannique de 100 000 hommes, tel que décidé en 1763. Or, cette loi va soulever un tollé de protestations partout en colonie. Car si le Sugar Act avait été accepté par les colons, qui reconnaissaient à l'Angleterre la juridiction sur le commerce colonial, le Stamp Act, lui, va être fortement critiqué parce qu'il taxait la vie privée des colons, parce qu'il taxait les relations entre les colons. Alors, qu'est-ce qui était taxé par le Stamp Act? Les correspondances, les contrats de mariage, les documents légaux, les testaments, les actes de vente de terre, les journaux, bref, une panoplie de documents qui marquaient finalement la vie quotidienne des colons. Alors, la riposte en colonie va s'organiser rapidement et dès 1765, les Sons of Liberty, les Fils de la Liberté, la première organisation patriote, va être créée en colonie, regroupant des artisans et des professionnels surtout. On va appeler au non-respect du Stamp Act, on va organiser des manifestations publiques, et le mouvement qui va être initié par les Sons of Liberty va être suivi dans une large mesure par la population coloniale qui va créer finalement pour la première fois une certaine polarisation au sein de la population coloniale entre ceux qui se considéraient comme des pro-britanniques, donc qui acceptaient en quelque sorte le Stamp Act, et les pro-coloniaux, ceux qui refusaient le Stamp Act. Alors, si cette loi du Stamp Act a suscité autant de réactions, c'est parce qu'elle touchait non seulement l'ensemble de la population coloniale, mais aussi, surtout, l'élite des colonies, c'est-à-dire les marchands, les avocats, les éditeurs, le clergé, les notaires, les journalistes, donc tous des gens articulés qui avaient une influence sur la population et qui vont justement mettre en évidence l'impertinence d'une telle loi et galvaniser finalement la population contre cette loi.